Voilà, aujourd'hui donc, mais le sujet va s'y prêter de toute manière, hein, forcément, et peut-être va nous permettre de comprendre ce qu'il y a de spécifiquement français, je ne dis pas même européen, je dis français, dans cette idée que penser c'est dire non. Et je consacrerai, si vous le voulez bien, une partie de mon exposé à cette idée-là. Qu'il n'est pas vraiment, en philosophie, on fait le malin, on présente ça comme un truc universel. Vous savez que les professeurs de philosophie présentent souvent ce qu'ils affirment sur le mode de l'universel. Ça évite comme ça les résistances particulières. Mais en fait, je crois que c'est assez faux. Et vous qui travaillez beaucoup, je suppose, avec le monde anglo-saxon, vous êtes bien rendu compte que pour les anglo-saxons, penser, c'est pas du tout ce que nous appelons penser. Alors, ce pitch permettant votre attention au moins jusqu'à ce développement, je voudrais donner quelques propos introductifs à tout ça pour qu'on ait le temps de discuter. Donc, penser c'est dire non, donc c'est une fameuse formule que l'on trouve donc chez ce grand philosophe Émile Chartier ou Alain dans les propos sur le pouvoir. Et donc j'aurai à revenir à la signification précise que Alain donne à cette formule. Ce qui s'y dessine d'abord, penser c'est dire non, ce qui s'y dessine d'abord en fait c'est une forme de révolte, doit-on dire révolte, je ne sais, l'actualité n'est pas loin, de la raison contre la croyance, ou de la raison contre l'opinion. Ce qui voudrait dire que penser, c'est exercer sa raison, solliciter en soi le raisonnement, la capacité rationnelle, pour rendre capable l'esprit de produire quelque chose qui lui soit propre, un jugement, et qui ne trouve pas sa légitimité ailleurs que dans l'examen que la raison produit de ce jugement, ailleurs que dans le processus de légitimation par lequel le jugement brille dans son évidence ou au minimum dans sa cohérence. Et quand je dis que la raison ne reçoit aucun processus de légitimation hors d'elle, je veux bien sûr dire qu'elle pourrait recevoir ce processus de légitimation de deux sources qui lui seraient extérieures, en tout cas identifiées comme telles par la philosophie, dans son histoire. Première source, la croyance. Et quand je dis la croyance, c'est tout le domaine du sacré, c'est tout l'environnement du religieux. Et deuxièmement, de ce gros animal qui pense sans penser, qui véhicule des impressions, des affirmations, sans jamais les justifier. J'ai nommé l'opinion. Et là, nous sommes en train de voir sous les yeux ce qu'est une opinion sans médiation. Et tout ça étant de votre faute. C'est-à-dire les outils technologiques qui ont produit les réseaux, ça vous pouvez être fiers. Hein, les difficultés de Macron, voilà, c'est vous qui les avez créées. Hein, c'est-à-dire que a fait surgir, c'est un point très très important, hein, a fait surgir donc un mode d'expression qui n'est plus représenté, qui n'est plus médiatisé, qui ne produit plus en quelque sorte sa propre représentation. Et donc, on ira y revenir si vous voulez dans le débat, mais historiquement, il est très clair que les philosophes, j'ai dit révoltés, c'est trop, je corrige, se sont dressés fièrement face à ces deux instances de légitimation qu'ont été l'opinion d'une part, cette pensée qui ne pense pas, et donc la religion d'autre part, qui porte en elle donc toute une série de représentations qu'il s'agit non pas au fond d'interroger dans son sens,
mais de partager et de transformer en rituel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dimension du religieux dans les sociétés traditionnelles ou antiques, la dimension du religieux est fondamentalement animée par la ritualisation, par le rite. Si vous prenez tous les mythes de l'Antiquité, égyptien, tout ce que vous voulez, tous les mythes des sociétés traditionnelles ont une seule vocation, la ritualisation des conduites, de telle sorte que la société, le groupe, se structure autour de la mémoire du récit. Le mythe n'est là que pour ritualiser, il n'est là que comme rite. Et donc, la philosophie naissante, pour la prendre dans rendons hommage aux Grecs, bon, eux qui ont tellement souffert dans ces dernières années, rendons hommage aux Grecs. La philosophie naissante, donc, dans la Grande Grèce, en quelque sorte, dans la Grèce classique, la philosophie naissante fait surgir, et nous en sommes les héritiers, un nouveau mode de discours, un nouveau mode d'expression, et donc partant un nouveau mode de relation à soi, qui est la modalité du discours rationnel, qui est la modalité de la pensée qui se pense elle-même. Ce que les Grecs vont appeler noésis, noéséos, pour expliquer le fait que la pensée, c'est une boîte à affirmation, mais la pensée de la pensée, c'est le retournement de la pensée contre elle-même pour entrer dans ce processus de légitimation de ce qu'elle vient de produire. C'est en quelque sorte le contrôle qualité. C'est-à-dire la philosophie naît dans le contrôle qualité que la pensée produit sur elle-même. Et ça, grosso modo, c'est datable, 6e siècle avant Jésus-Christ quand même. La grande période de domination du mithrite dans la société archaïque se fracasse sur le mur du logos, d'une rationalité qui interroge ses propres fondements, et ça, c'est les physiciens qui l'instaurent, ce n'est pas des philosophes. On l'oublie trop souvent. Ce sont les physiciens de Milet. 3 noms. Thalès, cet homme qui nous a tant fait souffrir, celui qui nous a fait découvrir nos propres limites, Thalès, Anaximène, Anaximandre. Ce sont les 3 physiciens de Milet, cette ville donc, qui est aujourd'hui en Turquie. Ces physiciens de Milet ont fait surgir, ça s'appelle le miracle grec, c'est dire qu'on ne sait pas bien trop comment ça s'est passé, bon, parce qu'ils ont commencé à prononcer le mot cosmos, ils ont commencé à prononcer le mot harmonie, ils ont commencé à prononcer le mot tout. En prononçant le mot tout, ils ont prononcé le mot partie. Dès lors, la question est venue, le tout est-il la somme des parties? Ils ont dit un principe d'harmonie qui est supérieur à l'addition des parties, ça avait commencé, ça y est, c'était foutu. L'espace mental était ouvert. Et ça, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que bon, les Grecs continuent à dire comme Héraclite que les dieux sont dans la cuisine, qu'ils sont partout, etc. Vous savez, c'est pas une rupture comme ça radicale et tout à coup les mecs se sont mis à raisonner et à exercer leur pensée sur différents objets. Hein. Il est bien évident que le fond mythique, le fond rituel, il va subsister. Vous comprenez pourquoi? Il correspond à une vision sociale. Donc il va bien sûr demeurer. Et on lira encore Homère. Et on lit encore Homère. Bon, mais surgit donc au VIe siècle, je dirais au tournant du VIe et du Ve, un nouveau mode d'intelligibilité, un nouveau mode d'exercice du discours qui ne se déploie plus dans le récit du mythe, qui se déploie plus dans ce qu'on appelle le mythos, mais qui se déploie donc dans le logos, une raison qui veut trouver en elle les principes de sa propre validation. Et alors, un auteur, par exemple, comme Camus, bon, comme je travaille un peu sur Camus, c'est une obsession, un auteur comme Camus, par exemple, quand il écrit le mythe de Sisyphe, il pense à ce Sisyphe qui défie les dieux. Quand il pense à Prométhée, il pense de la même manière à cet homme qui défie les dieux, qui va voler le secret du feu. Et il y voit en fait une manière pour
le sujet de s'affirmer lui-même, pour la pensée, de trouver en elle ses propres ressources. Voilà pour les dieux. L'opinion. Alors là, l'opinion, c'est la grande affaire du cinquième. Hein. Une fois qu'on a desserré un peu l'étau du mythe, qu'on a commencé à dire ouais, Gaïa, c'est bien, mais c'est peut-être pas tout à fait suffisant pour comprendre le cosmos, etc., parce que c'est vraiment ce qui se passe dans les textes qui nous restent des physiciens de Millet. L'opinion, c'est la grande affaire de Socrate. Alors là, pour le coup, c'est la grande affaire de la philosophie naissante. Et c'est Socrate qui nous donne la première définition de l'opinion, et celle qui court encore devant nous, qui est que l'opinion est une réponse qui a oublié la question de la réponse. Donc, que fait Socrate? Il dit, attends Pépère, c'est ça ta réponse? Mais c'est la réponse au fait à quelle question? Et donc, tout l'effort de Socrate, et ça vous a fait souffrir en cours, mais tout l'effort de Socrate, c'est de revenir à la question. Et de dire, mais attendez, on ne peut pas comprendre la réponse si on ne comprend pas la question. Et si on ne pose pas la réponse comme une interprétation possible, rationnellement possible, de la question qui nous est posée. Et donc, le but de la pensée, c'est quoi? Mais vous le savez bien, c'est d'ouvrir les possibles. Voilà pourquoi, pour tous les philosophes, l'exercice de la pensée est un exercice fondamentalement libérateur. En quoi la pensée est-elle libératrice? C'est vraiment une question de bac. C'est une question de fin de terminale. En quoi la pensée est-elle libératrice? Réponse, parce que la pensée ouvre des possibles. Au moment même où l'opinion ferme le possible de la pensée. La pensée qui se rend capable d'examiner des propositions avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Je viens de vous donner là la définition de la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? C'est l'aptitude en nous à comprendre une idée que l'on ne partage pas. Et on voit bien comment l'exercice de la raison nous sépare progressivement du champ religieux. Parce que le champ religieux nous a interdit de comprendre une proposition qu'on ne partage pas. Je ne parle pas de jugement, je dis simplement qu'il y a dans la religion un acte de foi qui fait que, un peu comme dans les lettres persanes de Montaigne, quand je vois d'autres cultures, d'autres actes de foi, je me dis, comme c'est étrange, comme ces gens sont bizarres. Mais parce que dans l'acte de foi, il y a une coïncidence entre le fait de comprendre et le fait de partager. De telle sorte que, du point de vue religieux, je ne peux vraiment comprendre que ce que je partage. Ça va très loin ce que je vous dis, mais je vais très vite, mais ça va très très loin. Je ne peux comprendre que ce que je partage. C'est pourquoi le fait religieux est tellement violent. Et que certains, à partir des Lumières, se sont dit, oh, c'est tellement violent qu'il faut carrément nous en guérir. Ça s'appelle ce que les Anglais nomment par jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain est tellement violente que, allez hop, on sacrifie le bébé aussi. C'est intéressant comme perspective quand même. Et quand je parle de la philosophie des Lumières, vous savez bien pourquoi c'est la philosophie des Lumières. Parce que c'est justement cette époque et cette philosophie qui a valorisé au plus la raison comme instance de conduite des comportements humains. Je ferme ma parenthèse. La raison, c'est la faculté de comprendre une idée que je ne partage pas. C'est ce dont l'opinion est incapable. Nous retrouvons dans l'opinion la violence, toute ressemblance, etc. Nous retrouvons dans l'opinion la violence que nous avons dans le fait religieux. Exactement la même. Le propre de la raison, c'est de nous guérir de cette violence en nous obligeant, en exigeant de nous que nous ayons de l'amitié pour des idées que nous ne partageons pas. Et cette amitié, elle est la condition de l'examen. C'est-à-dire que, vous voyez, le propre de la pensée, c'est d'ouvrir les bras à des hypothèses
qui ne sont pas les nôtres, et sur lesquels on va porter une attention peut-être plus grande encore qu'aux idées que nous avons sans cesse ressassées, 1000 fois reprises, et dont nous sommes convaincus de la vérité. Socrate fait ce travail avec ses interlocuteurs, il ne faut pas dire avec ses disciples, il n'y en a pas. C'est midi et demi, il entre dans le hall de Sopra, il croise un gars, Hippias, il s'appelle Hippias, et il dit à Hippias, alors Hippias, qu'en est-il de la beauté? Que fait Hippias? Il fait comme nous, il dit, écoute Socrate, j'ai un sanglier sur le feu, je suis vraiment désolé, mais là ça ne va pas être possible, quoi. Comment, Hippias? Tu te préoccupes davantage de nourrir ton corps que de nourrir ton âme? Énorme processus de culpabilisation que tous les parents pratiquent avec leurs enfants. Bon, alors Hippias hésite, il dit, bon, ben, mon sanglier attendra, etc. Et le dialogue commence. Le dialogue socratique n'est pas un dialogue entre maître et disciple. Socrate n'est le maître de personne. Socrate, c'est juste le poil à gratter. Il dit lui-même qu'il est le temps attaché à la cité, qui ne cesse de piquer la cité, de l'énerver, et la cité, oui d'ailleurs, lui fera boire la ciguë. Mais c'est l'agitateur, quoi. C'est celui qui arrive et qui dit, mais as-tu bien réfléchi à ce que tu dis? Et donc, ce qui va fonder le pouvoir de la philosophie face à l'opinion ou face à la religion, c'est ce que l'on appelle l'ironie. Aironé, en grec, ça veut dire question. Ça veut dire mettre des questions là où il y a des évidences. D'ailleurs, dans la conversation, dans vos dîners mondains éculois, de Limonest, et dans vos dîners mondains, l'ironie tranche toujours avec le consensus. Si vous voulez mettre le bazar dans un dîner mondain, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Il faut juste faire preuve, à 2 ou 3 reprises, d'ironie. L'ironie balaye le consensus, balaye l'adhésion qui se déploie essentiellement d'ailleurs pour des raisons sociales. Car dans la voiture, combien de fois mon épouse m'a dit, quand est-ce que tu arrêteras de mettre le bordel? Le consensus, au fond, il joue le rôle de la ritualisation dans le mythe. Et de quoi parlez-vous dans vos dîners mondains? Des résultats de l'OL, à condition qu'il n'y ait pas de Stéphanois, mais bon, des résultats de l'OL, de la météo, de vos vacances au Maroc, qui emmerde tout le monde, des enfants, on ne supporte que les siens, etc., etc., voilà. Autant de choses qui n'entament pas, en quelque sorte, le consensus collectif. Et vous savez que dans un dîner, tout part en cacahuète à partir du moment où on parle de religion ou de politique. Un bon dîner mondain bien fracassé, c'est chapitre 1, la politique, chapitre 2, on remet une petite couchette, la religion. Là, on fracasse le consensus. Pourquoi? Parce que précisément, dans les deux cas, comme disait Jean Paulhan, la politique et la religion sont des disciplines dans lesquelles il est impossible d'aller jusqu'au bout de nos idées. Il y a un moment où la passion nous arrête. Il y a un moment où le parti pris nous arrête. Il y a un moment où c'est une question de foi. Bon, on le vit tous les jours, je ne vous fais pas de dessin. Mais, donc c'est très intéressant, ce recours de Socrate à l'ironie. L'ironie, c'est la mise à distance de la réponse, qui laisse le temps à la pensée de produire sa propre matière pour mesurer la cohérence, la pertinence, l'intérêt, les conséquences du point de vue que l'on affirme. C'est cela l'ironie. C'est la mise à distance de la réponse par la question. Or, nous sommes dans notre sujet. Penser, c'est dire non. Eh bien oui, si je puis dire. Eh bien oui, c'est bien dire non. C'est dire non à quoi? C'est dire non à la réponse qui s'impose à moi d'abord. C'est dire non à la croyance dans laquelle on veut m'impliquer ou dans laquelle la ritualisation sociale me plonge. Et donc, dès le départ, on voit bien que la pensée, même la physique, on peut dire, les physiciens, c'est pas des résistants, les gars, c'est des geeks. Bon, eh ben non, même les physiciens
sont des gens qui sont rentrés en résistance. C'est-à-dire qu'en prononçant le mot cosmos, ils n'ont pas prononcé le mot Gaïa. En prononçant le mot tout est parti, ils n'ont pas prononcé le mot Uranos. Et ça, c'était un sacré pari intellectuel quand même. C'était une manière d'avancer dans l'inconnu, je le dis de manière un peu précieuse, mais dans l'inconnu du concept. On ne savait pas du tout ce que la raison allait pouvoir produire, on ne savait pas du tout où on allait en cherchant un mode d'intelligibilité dont on n'avait absolument aucune idée à ce moment-là. Donc, penser, au fond, entrer en résistance face aux opinions, face aux croyances, et plus généralement, socialement, face à tout système d'influence. Je suis dans des systèmes d'influence. Vous, comme salarié, vous êtes ô combien aussi pris dans des systèmes d'influence. Moi, je suis prof, donc je subis moins, de ce point de vue-là que vous, des systèmes d'influence. Mais dès qu'on travaille dans une communauté plus large, assez organisée, bien processée comme il faut, on subit nécessairement des systèmes d'influence. Et penser, dès lors, c'est non pas entrer en résistance. Quoique, on trouve souvent l'idée, attends Gérard, t'es pour ou t'es contre? T'es avec nous ou t'es contre nous? Ça, c'est ce que le process partage avec l'idéologie, avec les grandes idéologies du XXe siècle. C'est que l'impératif, c'est dedans ou dehors. Dès qu'on raisonne en termes de projet, dedans, dehors, amis ennemis. Et moi, c'est une vraie question pour moi. Est-ce qu'une communauté comme une entreprise peut fonctionner autrement que sur la catégorie politique de l'ami-ennemi? C'est un vrai sujet, ça. Mais celui qui voudrait résister donc à l'influence, penser autrement dit, l'emmerdeur, vous voyez tout de suite, bon, vous voyez tout de suite à qui je fais allusion. Bon, celui qui voudrait résister ou dénoncer le système d'influence, celui-ci, il fait, comme dit le gouvernement aujourd'hui, un pas de côté. On voit bien dans quelle mesure, faisant ce pas de côté, il entre en résistance. Et il va recevoir donc d'autres influences. Tu sais, Gérard, ton geste pourrait être mal compris. Tu sais, Gérard, tu prends un risque en faisant cela. Donc on voit bien que le risque que prend Socrate, alors lui il a payé de sa vie, donc ça a été l'assidu direct, bon. Mais on voit bien que le geste de Socrate, qui consiste à dire « je ne m'en tiens pas à l'influence, je ne m'en tiens pas aux croyances, je ne m'en tiens pas aux opinions », n'est un geste libérateur que pour autant qu'il fait un pas de côté. Que pour autant que, sans parler de résistance ou de révolte, il oppose le désir d'un examen par soi-même de quelque chose qu'il faudrait au contraire recevoir dans le flot des influences que l'on reçoit. Bien. Alors évidemment que Camus développera ça aussi dans L'homme révolté. Vous avez des pages absolument admirables du fait que le gars qui se révolte, vous savez, c'est le modèle, c'est Spartacus pour Camus. Le modèle de la révolte, c'est Spartacus qui dit non, c'est insupportable, c'est pas bon. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'acte de la révolte, en fait, la pensée se découvre elle-même. Au moment où il dit non, Spartacus ne sait pas du tout pourquoi il dit non, ni à quoi il dit non, mais le non fait résonner en lui un espace de liberté. Et donc, ça c'est très puissant chez Camus, c'est que la révolte fait naître la conscience à elle-même. Donc, vous me suivez, il n'y a pas dans toute pensée une révolte, hein, il n'y a pas dans toute pensée une résistance, mais il y a dans toute résistance et dans toute révolte une sollicitation de la pensée qui crée son propre espace, qui ouvre en quelque sorte son... Ça, c'est admirable chez les enfants. C'est ce qu'on voit très très bien chez les enfants. Parce que si il y a un âge où on expérimente que penser c'est dire non,
c'est l'enfance. C'est vraiment, enfin, le passage de l'enfance à l'adolescence, plus ou moins précoce, bon, très précoce chez certains, bon, voilà. L'art du non, quoi. L'art de la négation, l'art de dire non. C'est ce que dit Alain dans le texte auquel je pensais tout à l'heure. En fait, Alain dit « Remarquez comme le oui est d'un homme qui somnole. » C'est-à-dire, il y a la... Oui, chef, oui, chef. Il y a la pente de l'endormissement, en quelque sorte, dans le oui, alors que dans le non, il y a la ressaisie d'un gars qui se dit « Eh, pourquoi j'ai dit non ?» C'est-à-dire que le non sollicite sa justification, à la différence du oui. Parce que le oui fait vivre un accord qui peut être paresseux. Oh, oui, chérie, oui, chérie, t'as raison. Oui, on fera ça. Alors qu'on sait très bien que dire non à sa chérie, c'est immédiatement rentrer dans un inconfort qu'il faut donc assumer. C'est une résistance qui témoigne parfois d'un très grand courage. Bien. Alors ça c'est le premier point. Donc vous voyez pourquoi penser c'est dire non, c'est une thématique vieille comme la philosophie. Hein. Voilà. Deuxièmement, pourquoi le cas français? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le cas français? Eh bien, c'est que nous sommes donc les héritiers, j'en ai déjà parlé souvent entre ces murs, nous sommes les héritiers d'un très grand philosophe, d'une très grande pensée, qui est la pensée de Descartes. Et, bon an, mal an, ça nous a marqué, même sans le savoir, oui. C'est ça une influence culturelle, une influence sociale. Vous ne le savez pas, mais René est derrière nous. Nous le portons sur notre épaule. Et donc, le cas français, Descartes. Pourquoi Descartes? Mais parce que Descartes pose la vérité au terme d'un travail méthodique de négation. Non, 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 oui. Cela, c'est le processus du doute méthodique, qui devient hyperbolique, qui s'emballe, qui devient doute de tout. Non, 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 non. C'est-à-dire, ce corps que je crois avoir, il est bien possible que je ne l'ai pas. Ça vous rappelle peut-être des heures délicates de votre classe terminale, ou de prépa. Bon. Donc le doute devient hyperbolique, il agresse en quelque sorte toute positivité, et à la fin, il ne reste rien. Aucune positivité. Il n'y a que du non. Ce non a tellement grossi qu'il devient un néant. Rien ne résiste au doute. C'est la fameuse tabula rasa. Il ne reste plus rien sur la table de l'entendement. Et, génie de Descartes, pur génie de Descartes, qui fonde toute la science et tout ce qui reste après, pur génie de Descartes, à partir de ce néant, se déploie la positivité la plus radicale, la plus intense. Comme dans le trou noir se dessine la plus puissante et profonde intensité. On a accueilli au Collège supérieur Étienne Klein pour une conférence sur le Big Bang, c'était extraordinaire. Vraiment, et là, il y a vraiment des connexions entre la physique et la métaphysique, c'est vraiment très impressionnant, c'est dommage qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble, mais bon. Donc, une pure positivité, le fameux « je pense, je suis hein, », l'intuition, absolument évidente, le trou noir, le truc qui résiste absolument, le plus haut degré d'intensité pour la pensée est trouvé après ce grand travail de vie. Eh bien ça nous a marqué. Nous, on continue à dire ça non, 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 ça oui. C'est-à-dire qu'on a, dans nos processus cognitifs, une forte imprégnation de cette idée qu'il faut d'abord savoir ce que je nie pour savoir ce que j'affirme. Et c'est la fameuse dialectique qu'on apprend à nos élèves, mais qui est beaucoup plus présente que vous ne le croyez dans, par exemple, les discussions sur des projets soprasteria. Que tu ne crois pas que. Est-ce que tu ne crois pas que? Mais la négation,
là où on est en train de prendre une position. On ne sait pas prendre de position sans avoir recours à cette négation. En face de cela, il y a des gens qui se sont révoltés. Ce sont les roses vifs, les englages. Dans la tradition philosophique, ils ont voulu opposer à cet idéalisme de la pureté, en quelque sorte, hein, le diamant cartésien, ils ont opposé l'empirisme. Je ne veux pas vous saouler avec ça. Locke est le premier, Hume ensuite, et puis toute une tradition donc, qui ont opposé à la pépite cartésienne la gelée du pudding empiriste. Et qu'est-ce que c'est que cette jelly? Qu'est-ce que c'est que ce pudding? C'est un assemblage de trucs improbables. Le pudding, vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que penser pour un Anglais? C'est pas du tout faire ce que l'on fait. Et quand j'ai l'occasion de travailler avec des entreprises qui sont très marquées, affectées par le agent interculturel, ça c'est un point vraiment intéressant de méditation et ensuite d'aménagement des lieux de discussion pour... Voilà. Qu'est-ce que c'est que penser pour un Anglais? Pas du tout se livrer à la régression cartésienne. Pas du tout, du tout, du tout. Penser pour un Anglais, c'est le faire le tour des choses. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, notre modèle est mathématique. Le modèle anglais est empirique. C'est-à-dire faire le tour des choses. C'est-à-dire rassembler les éléments et regarder comment ils sont foutus. Autrement dit, la pensée dans le cadre anglo-saxon est une pensée de la collection. Comment la collection des objets est-elle aujourd'hui structurée? Et vers quelle collection des objets voulons-nous aller? Autrement dit, l'approche est fondamentalement positive. Ce n'est pas une approche ni par la déduction, ni par la régression dans la négation. Ce qui veut dire que penser pour un empiriste, quand Locke critique Descartes, penser, c'est pas du tout dire non. C'est pas du tout opposer en quelque sorte la puissance d'un esprit qui se légitime lui-même. Pas du tout, du tout. C'est faire le tour de ses propres impressions. C'est collecter ses propres sensations. C'est chercher un ordre dans cette collection. C'est regarder comment cette collection produit des habitudes. Autrement dit, c'est toujours quelque chose qui a à faire avec d'écrire. Et c'est pour ça que ce sont les meilleurs dans le business. Parce que l'esprit empiriste est d'emblée un esprit tourné vers l'action. Alors que nous sommes tournés vers l'analyse. Ce qui nous intéresse, c'est de dépioter les systèmes et de voir quel est le fondement. L'élément simple. Et là, on est content. Quand on a l'élément simple du truc. Mais explique-moi ton bazar, quel est le principe premier? Question qu'ignore tout à fait un Australien. Un Australien, c'est un mauvais exemple. Bon. Je ne sais pas si on peut parler d'une culture. Bon, bref, de toute façon. Mais une pensée australienne, c'est déjà une contradiction des termes. Mais, vous voyez l'idée? Non, mais c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que nous avons une vision analytique et il nous faut trouver le sol dur sur lequel, par déduction, nous pouvons comprendre le système, alors que eux, ils sont d'emblée réseau, rhizome, fluidité, agencement. Nous, on est là. Penser, c'est dire non pour remonter la chaîne. Eux, ils sont là. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont un énorme avantage pour nous, sur nous? Précisément parce que nous sommes rentrés dans la société du réseau, de la fluidité, du rhizome,
de l'agencement. Là, je prononce des mots qui, pour moi, c'est vraiment le plus grand philosophe de notre monde contemporain. Celui qui a vraiment décrit, avec 50 ans d'avance, le monde que nous sommes en train de vivre. Il a un don, il a enseigné à Lyon, et il s'appelle Gilles Deleuze. Et il faudrait organiser des séminaires. Au collège supérieur, j'ai organisé un petit séminaire sur Deleuze, on était 3. Bon, c'était pas une réussite fantastique. Mais franchement, sur tous ces aspects, les notions d'agencement, de rhizome, de réseau, de flux, toutes ces notions qui sont si importantes pour comprendre le climat intellectuel dans lequel nous vivons, sont conceptualisées par Deleuze. Ça vaut vraiment le coup de s'intéresser, enfin, au moins si on s'intéresse à la... Bon, alors le problème, c'est que c'est illisible. Le problème, c'est que Deleuze, à la deuxième phrase, vous remettez Cyril Hanouna, parce que c'est je ne sais pas pourquoi Deleuze a parlé dans un langage si abscon. Et donc, il faut absolument avoir un décodeur pour pouvoir piger à peu près ce qu'il veut dire. Mais franchement, avec le décodeur, c'est quand même très, très intéressant. Donc, ma deuxième remarque, donc, c'est que la pensée telle que je la décris ne constitue pas du tout une dimension universelle, mais probablement qu'en Europe, et probablement qu'en France, ou dans l'axe franco-allemand, nous soyons restés sur cette idée de dialectique, et donc de recherche du principe, pendant que les empiristes, donc, eux, donnaient à la pensée une autre dimension. Dernier point pour aller vers ce que j'annonçais au début, c'est-à-dire un petit commentaire de la manière dont Alain pense penser, c'est dire non. En fait, on comprend que Alain nous dit, oui, c'est bien l'opinion, vous avez raison, oui, c'est bien la croyance et la religion, c'est vrai. Penser, c'est dire non à tout ce qui bloque en nous le processus par lequel nous réfléchissons. Mais en fait, dit Alain, en tout cela, il faut dire non à soi-même. Et jusque-là, vous étiez d'accord avec moi, tant qu'on attaque le fait religieux, on est d'accord, l'opinion, c'est toujours les autres, donc c'est mon beau-frère, donc ça va bien. Mais Alain nous dit, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si penser, c'est dire non, c'est que penser véritablement ou authentiquement, c'est dire non à nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que dire non à soi? C'est dire non au premier mouvement de la pensée. C'est dire non à des opinions qu'on prend en nous comme pour des pensées. C'est en quelque sorte lutter contre notre propre paresse. Et donc, plutôt que ce non nous mette en résistance, vous voyez, par rapport à un monde qui tend à déverser sur nous des influences, la vigilance est d'abord une vigilance que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Et Alain l'explicite par la distinction, en fait, de la raison et de la passion. C'est-à-dire que, enfin, l'idée est simple et en même temps elle est très élégante, c'est que la pensée, c'est comme la liberté. C'est la chose la plus rare. On croit que la liberté, c'est la chose la plus commune. C'est très rare, un acte libre. On croit que la pensée est la chose la plus commune, nous dit Alain. C'est un acte très rare. C'est-à-dire l'acte par lequel, non seulement je repousse les conditionnements, mais l'acte par lequel je me mets d'accord avec moi-même, sans que cet accord soit frelaté, sans qu'il soit extorqué, je me mets d'accord avec moi-même sur ce que je veux penser. Se mettre d'accord avec soi. Alors vous voyez qu'Alain, en disant cela, il dégage une chose très intéressante. C'est qu'en fait, le non, c'est un oui. Penser, c'est dire non. Oui, comme propédeutique, comme premier moment. Penser, c'est dire non. C'est, hé, laissez-moi respirer. Je ne veux pas être sous le coup de vos influences. D'ailleurs, je vous vois bien. C'est ce que vous faites. Vous dites non. Constamment, je prononce une phrase, vous dites non. Je le vois bien.
C'est pour ça que je fais des petites blagues, etc. J'extorque votre accord. Mais vous résistez, ça se voit bien, vous résistez. Vous cherchez à penser ce que je vous raconte. Et donc, il y a de grands mouvements de séduction. Oh, vous vous laissez aller, et voilà, vous vous ressaisissez, tac, et c'est ça l'intérêt de la philosophie. Hein, c'est que on navigue entre l'adhésion et la récupération d'une liberté de pensée, comme dirait Florent Pagny, qui nous recentre en quelque sorte sur nous-mêmes et qui nous dit mais c'est qui là, ce gars-là, du coup pourquoi il se prend de nous annoncer des trucs comme ça, etc. C'est-à-dire qu'Alain nous dit que ce mouvement de mise à distance, il ne vaut qu'à partir du moment où la pensée cherche à s'accorder sur quelque chose, donc à dire oui. Et c'est la grande difficulté de la pensée d'ailleurs, c'est que là, elle dit non, 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 et puis qu'est-ce qui se passe quand elle ne trouve pas le principe? Eh bien, elle s'étourdit de son propre nom, elle entre dans le vertige de cette propre négation, et ça s'appelle le nihilisme. Le nihilisme, c'est une pensée qui commence bien, qui finit mal. Le scepticisme, c'est une pensée qui commence bien, mais qui finit mal. C'est-à-dire une pensée qui est dévorée par la négation qu'elle produit, et qui ne parvient pas, c'est les textes de Beckett, c'est les textes de Ionesco, c'est les textes de Sioran, bon, c'est-à-dire une pensée prise donc dans les raies de la négation qu'elle produit, et qui ne parvient plus à dire oui. Or, ce que dit Alain, c'est que le non n'a de fécondité qu'à partir du moment où la pensée peut s'accorder sur quelque chose. Et donc, il est aussi légitime de dire que penser, c'est dire oui. Penser, c'est dire non. Entrer en résistance par rapport au conditionnement. Penser, ce n'est pas trouver le fondement, mais c'est faire la collection des choses. Ça, ce sont les Anglais. Penser, c'est dire oui. C'est-à-dire, c'est utiliser le pare-feu de la négation, la mise en alerte réalisée dans la négation, pour que la pensée s'accorde sur sa conviction, pour que la pensée s'accorde sur son contenu, pour qu'elle soit capable de délivrer un point de vue sur lequel elle s'accorde. Ce point de vue sur lequel elle s'accorde, nous dit Alain, il n'est pas là ad vitam aeternam. La pensée s'accorde sur ce point de vue, elle dit oui, jusqu'à l'examen suivant. Et donc, Alain nous dit bien que ce oui va s'endormir s'il entre dans l'opinion, blablabla, vous avez compris le système. Pour que ce oui ne devienne pas une opinion, il faut qu'il se réinterroge lui-même, il faut qu'il ressaisisse constamment son sens. Et, nous dit Socrate, pour ressaisir constamment son sens, eh ben, il faut interroger Hippias, qu'on croise dans la cité, et il faut profiter de ce moment comme un moment permettant cet exercice intellectuel dans lequel la pensée s'exerce dans la contradiction pour chercher à dire ce qu'elle a à dire ou pour chercher la conviction qui l'anime. Penser, c'est dire non, comme moment propédeutique à un oui dont elle est en attente. Parier sur la pensée, croire en la pensée, c'est croire justement qu'elle pourra délivrer, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, l'intuition par laquelle se constituera le oui dont elle était en quête. À vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous expérimentez tout ça? Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que... Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Je suis pas trop d'accord avec le fait que la pensée libère les personnes. Oui. Moi, j'ai d'expérience personnelle plus une tendance à m'enfermer dans mes propres pensées et justement à être bloqué par la pensée finalement. Très bien. Ça m'a moins délivré que je le pensais en fait. Parce que mes pensées étaient basées sur mes croyances, mes propres jugements, et du coup je m'enfermais à me faire des croyances. Très bien. Alors ça, c'est vraiment un processus existentiel, je dirais, hein, que nous aussi, je dirais, dans mon métier, on connaît particulièrement. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait plus faire la part de ce qui est de la conviction, de la croyance, des influences, bon, bref. Et
la question, c'est de savoir comment on se guérit au fond. Parce que le vertige que je viens de décrire, c'est un peu celui que vous évoquez très bien dans cet exemple de quelqu'un qui se trouve finalement enfermé dans ses propres pensées et qui tourne en rond au bout du compte dans ses pensées. Et puis les pensées ont cette puissance, cette dynamique qui fait qu'elles s'installent, elles deviennent indiscutables, etc., etc. En fait, Socrate nous prévient déjà contre cette difficulté en montrant la nécessité pour la pensée de rencontrer la pensée de l'autre. C'est-à-dire que le modèle, ce n'est pas Descartes, en effet, enfermé dans son poêle. Hein, vous savez, le poêle, c'était au XVIIe la pièce qui était chauffée, donc il n'y avait pas de fenêtre, pas d'ouverture, juste une porte et un poêle, justement. C'est une métaphore très intéressante, ça, vous voyez, d'une pensée qui pourrait bien tourner sur elle-même, hein, un peu comme dans le joueur d'échecs, par exemple, de Stefan Zweig, où on voit très bien donc, cette espèce de délire qui envahit hein, ce personnage qui a été arrêté par les Allemands et mis dans une pièce totalement vide et dans laquelle il se heurte constamment à lui-même en se heurtant contre les murs. Et donc, il décrit très très bien l'enfermement que vous évoquez. Et en fait, donc, la réponse, c'est la confrontation de sa pensée à la pensée de l'autre, c'est-à-dire le dialogue. Parce que qu'est-ce que c'est que le dialogue? C'est la prise au sérieux, justement, de la pensée de l'autre. C'est le fait que la pensée de l'autre, elle est en quelque sorte une initiation à ma propre pensée. Et donc, c'est en un sens par une action, qui est celle d'ouvrir sa pensée à l'autre, que l'on se guérit de cet enfermement dans lequel, où je ne sais plus faire la part entre des illusions, des plus loin illusions, des désillusions, des émotions, parce que c'est là que l'émotion n'est plus du tout intelligente. Vous savez, on parle d'intelligence émotionnelle. Mais il faudrait peut-être dire qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'émotion n'est pas du tout intelligente. C'est même le contraire. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'émotion paralyse, enfin, quand c'est une émotion, je veux dire, pas quand c'est juste un petit sentiment passager. Et donc, on se guérit de l'enfermement dans cet espace en ouvrant notre espace à l'espace de l'autre. Mais vous voyez, en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la conversation, parce que dans la conversation, au bout du compte, on fait rarement ça. Parce que la conversation, elle est surtout placée sous le signe de la ritualisation sociale, au fond. Former le groupe pacifique dont on a besoin, etc. Et donc, je suis assez d'accord avec vous, les moments dans lesquels on peut vraiment ouvrir sa pensée pour discuter, comme on le fait là, finalement, sont des moments assez rares. Moi, je suis assez d'accord avec vous, je serais assez d'accord avec vous de dire que la pensée, très souvent, elle est quand même bien sur elle-même, quoi. Et elle n'a pas beaucoup d'interlocuteurs auxquels s'ouvrir. Parce qu'elle façonne l'ego. Oui, parce que voilà, l'ego la façonne en même temps, hein, parce que toute ton expérience émotionnelle, tu la jettes aussi là-dedans. C'est ce durcissement fait que j'arrive plus à comprendre l'objection, j'arrive plus à comprendre pourquoi on me dit ça, et je raisonne dès lors selon justement la catégorie ami-ennemi. Tous ceux qui m'adressent la parole sont des ennemis qui veulent déstabiliser un système que je pressens comme étant déjà fragile. C'est curieux la violence dans le dialogue, hein, mais je pense que pour une part, votre remarque nous explique les origines de cette violence. C'est que la pensée a durci autour d'expériences émotionnelles qui ont été remâchées, et en fait, à un moment donné, se perd complètement l'aptitude à la discussion. Et dès que quelqu'un en face de moi me fait une objection, ou simplement me pose une question, ou crée un doute, il est l'ennemi de mon équilibre. Oui. En fait, je voulais poser une question, mais pas à vous, à mon collègue qui vient oui. de poser une question. C'est ta pensée, est-ce que tu penses que c'est des pensées automatiques ou des pensées que tu diriges? Est-ce que c'est une pensée qui
qui te sert à te connaître, tout ça, ou est-ce que c'est des choses qui tournent tout seul, le petit vélo qui tourne, et là c'est pas une pensée, enfin c'est une pensée, mais c'est plutôt de la rumination, c'est plutôt de... Et ça, c'est négatif. Est-ce que tu te sers ton mental pour raisonner? Non, c'est plus des vraies pensées, par exemple des opinions. Oui, mais c'est toi qui dis je vais penser à ça, ou c'est même tout seul, tu vas aux toilettes, c'est même tout seul, tu te lèves le matin, ça dépend, je vais avoir un sujet et je vais essayer de... C'est toi qui as décidé d'y penser? Oui, oui. Ah. Enfin, je peux avoir des sujets de réflexion. Après, il y a des choses qui viennent naturellement, ça dépend de moi. Souvent, par rapport à des sujets, justement dans des dialogues, il y a des discussions, tu as envie de donner ton opinion. Et en fait, souvent mes opinions, pour moi, ils avaient de la force, alors que c'était construit sur quelque chose de... Enfin, de personnel, en fait. C'est intéressant. Et du coup, pour rebondir à ce que vous disiez, en fait, écouter les gens réellement, ça serait pas justement faire preuve de silence total. Non, mais en soi, être totalement silencieux intérieurement parlant, pour accepter ce que dit l'autre, pour justement ne pas avoir ce côté jugement, opinion qui vient s'imposer et s'interagir entre ce que me dit la personne en face de moi et ce que je pense. Il y a, pour reprendre des termes utilisés dans le langage contemporain, il y a vraiment un lâcher-prise dans l'écoute. C'est-à-dire, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est beau cette idée d'ailleurs que l'écoute suppose un silence profond. Voilà. Alors, j'apporterai cependant peut-être une nuance à cet élément. Il ne faudrait pas croire non plus que parce que ma pensée est en friche, l'écoute en est de meilleure qualité. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout qu'une pensée en friche soit capable d'écoute. Je dirais même le contraire. Une pensée structurée sait écouter parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'écouter que d'anticiper. Le sens, c'est ce qui court dans la phrase. Ce qui fait qu'on est capable de s'effacer devant le sens qui court dans la phrase, c'est très paradoxalement cette activité qui consiste à comprendre le sens, à l'embrasser, à voir son déploiement, à saisir la raison de son déploiement, et donc à être au minimum capable de déployer notre intelligence en même temps que la phrase se déploie. Ce dont une pensée en friche est absolument incapable. Enfin bon, c'est-à-dire que il faut avoir ruminé en soi beaucoup de choses. C'est ce que dit Rilke, par exemple, dans un merveilleux texte. Il faut avoir ruminé en soi beaucoup de choses. Il faut avoir essayé de former des jugements qui soient résistants aux objections que les autres apportent, etc., pour être capable d'une vraie et pleine écoute, pour être capable d'un vrai silence. Donc c'est en fait l'art de la parole qui donne le silence, qui donne le sens du silence. Sans quoi ce silence n'est qu'un mutisme, sans quoi ce silence n'est qu'un blanc entre deux bruits. Pour que le silence ne soit pas qu'un blanc entre deux bruits, il faut que je comprenne dans quelle mesure ils nourrissent la parole. Et là, je vais vous dire une chose qui me paraît, moi, que j'ai expérimenté dans mon... Enfin bon, bref, que vous expérimentez aussi beaucoup de choses dans l'exercice de votre métier, mais il y a vraiment une chose qui c'est que ce silence, au fond, il dépend de l'autorité que l'on confère à l'autre et de l'autorité que l'autre nous confère. Cette autorité, c'est plus qu'une autorisation, vous voyez, mais cette autorité dans la parole, elle fonde l'écoute réciproque. Alors le problème devant lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on a lessivé l'autorité. De telle sorte que on a lessivé l'autorité. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je vous conférerais à vous une autorité dans la parole, et vous ne voyez pas du tout pourquoi vous pourriez me conférer une autorité dans l'art de la parole. Et ce qu'explique magnifiquement Tocqueville, c'est que, à partir du moment où moi, je ne vous confère aucune autorité dans la parole, et que vous ne me conférez non plus aucune autorité,
il n'y a, dit Tocqueville, ni parole, ni silence. Et, deuxièmement, il y a prédominance de la parole sans autorité, mais qui a pour elle le bruit qu'elle fait, c'est-à-dire l'opinion. 1840, Tocqueville annonce le triomphe de l'opinion. Pourquoi? Parce que l'opinion a pour elle la quantité. Quand la dimension de la qualité est perdue en raison du fait que je n'ai pas de raison de vous accorder une autorité, vous n'avez pas de raison de m'accorder une autorité, vous n'avez même pas de raison de vous accorder à vous-même une autorité, je n'ai même pas de raison de m'accorder à moi-même une autorité. À quel saint va-t-on se vouer? Tocqueville répond. Non, mais Tocqueville répond. Il dit, mais on va regarder la quantité. On va se vouer à l'idée qui, à un moment donné, fait autorité. À l'idée qui, à un moment donné, exerce le plus d'influence. Et il déclare que les temps démocratiques sont des temps dans lesquels la vie intellectuelle risque bien d'être lessivée par l'absence d'autorité, et que ce lessivage produira le triomphe de l'opinion. Ça, c'est quand même très très intéressant. C'est-à-dire que c'est art de parler, art d'écouter. Il faut que je vous autorise, mais c'est pas que je vous autorise connement, vous voyez, que c'est pas le truc, voilà, parce que je suis là pour parler, vous, non, c'est pas du tout ça. Il faut que je voie en vous une autorité pour la parole, et que vous voyez en moi une autorité pour la parole. Et on comprend que l'enseignement, par exemple, soit complètement lessivé si plus personne ne reconnaît à l'autre une autorité pour la parole. En fait, on a un système qui est aujourd'hui gouverné par la paresse de l'opinion. On ne reconnaît pas aux jeunes une autorité pour la parole. On leur dit « Ah, Gérard !» Bon, il ne s'appelle plus Gérard, mais « Jennifer, tu veux parler? Parle! Tu as le droit de parler !» C'est une catastrophe. C'est purement et simplement une catastrophe. Si le fait de parler est rendu possible par un droit de parler, là, il ne reste plus rien pour résister à l'opinion. Le rapport d'enseignement suppose que je vois en mes élèves une autorité pour la parole, et je veux leur faire grandir cette autorité pour la parole, et qu'ils voient en moi une autorité pour la parole. Or, si cette réciprocité est lessivée, il ne reste plus que le droit de parler, égal pour chacun, et vous avez l'enseignement tel qu'il se déploie aujourd'hui dans 98% des cas, sauf les citadelles pour les riches qu'on est en train de construire, avec les écoles à part, les écoles entièrement libres, etc., etc. Mais bon, on suit le système américain, ça, hein, voilà. Et là où quelque chose peut encore se transmettre, pardon. Emmanuel. Oui, vous avez exprimé votre vue sur l'intelligence émotionnelle, que je partage relativement. L'autre mot, peut-être par l'accompagnement, c'est l'intelligence collective. Oui. Donc concrètement, est-ce que c'est une manière de faire honneur à l'UPIL et son allons chercher, aucun d'entre nous ne sait ce que nous savons tous ensemble, ou est-ce que c'est une nouvelle quête désespérée d'intelligence à notre époque contemporaine? Ah non, je crois que dans l'intelligence collective, il y a la revendication communautaire, on en a déjà un peu parlé, mais qui me paraît vraiment très significative de notre époque. C'est-à-dire qu'on a, je crois, épuisé les conséquences de l'individualisme. On est en train de les vivre, d'ailleurs, ces conséquences. Hein. Bon, je ne veux pas parler des gilets jaunes, etc. Mais enfin, globalement, il y a comme une revendication de faire société. Il y a comme, on voit bien que une exigence se formule peut-être de manière maladroite, hein, mais elle consiste à poser les conditions pour faire société. Donc il y a, alors sans évoquer le communautarisme, il y a un désir de communauté, moi je crois. Hein, bon, c'est pourquoi on travaille beaucoup au Collège supérieur sur la notion de coopération, parce qu'on croit vraiment qu'il y a un désir de communauté auquel l'entreprise doit répondre. Donc moi je n'y vois pas du tout une forme, alors soit une manipulation, on pourrait dire l'intelligence collective c'est de la manipulation, ou une illusion impossible en quelque sorte. Bon, mais ça peut tout à fait être reçu de cette manière.
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a là l'expression d'une véritable attente qui consiste à dire, c'est l'expression que vous avez utilisée, qu'il y a plus d'intelligence, on va revenir au tout et à la partie de nos Milésiens, qu'il y a plus d'intelligence dans le tout, dans la totalité que nous constituons tous, que dans la somme des parties. Et que ça, c'est précisément ce que nous appelons la coopération, et c'est précisément ce qui la distingue de la collaboration. Et pour moi, il faut que nous entrions dans une éthique de la coopération, parce que dans cette éthique de la coopération, chacun est convaincu qu'il y a plus de fécondité, plus d'intelligence, plus de pertinence, plus d'efficience dans le tout que nous constituons ensemble que dans la somme des parties qui constituent ce tout. C'est un peu corollaire, je ne sais pas si c'est directement dit, mais c'est sur le processus de choix. Vous disiez qu'on oui. Quand on dit la pensée française, elle est plutôt orientée sur le fait de tout renier pour arriver à un oui. Oui. Est-ce que ça conduit à un mode de choix par élimination, par exemple, et du coup, sur le modèle anglo-saxon, ça donnerait quoi en termes de processus de choix? Individuel ou collectif, d'ailleurs? Alors, il me semble que de manière empirique, de manière très empirique, ça modifie considérablement le rapport que nous avons aux systèmes sociaux et aux réalités mondaines. L'empirisme est d'abord inquiet, en quelque sorte, je l'ai dit, de la collection des faits. Donc de la manière dont le système se dessine. Et il s'agira d'abord de comprendre comment ce système se compose et de voir ensuite les adaptations et les transformations qu'on veut lui faire subir. Donc un principe pragmatique. Il y a un donné, il s'organise de telle et telle manière. Quel est mon rêve par rapport à ce donné? Et nous apportons une modification. Alors qu'on voit bien que dans la perspective verticale de l'idéalisme, au fond, il y a cette idée, pardon, je ne voudrais pas être trop schématique, mais il y a cette idée finalement que toute véritable action est révolutionnaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est vrai qu'on voit ça. Ouais. Que toute véritable action est révolutionnaire. Si elle n'est pas révolutionnaire, oh, mais c'est pas vraiment. Oui, d'accord, c'est une modification à la marge, tout ça pour ça, etc. Mais en etc. fait, c'est inconçu, il faut tout refaire. Oui. Il y a toujours quand même cette idée, on la trouve, et dans les relations que j'ai avec des entreprises très très différentes, je crois avoir toujours repéré quand même ce point. C'est-à-dire, ce qui vaut l'examen, c'est quelque chose qui éventuellement pourrait être un reset. Alors qu'il y a plutôt dans une approche empirique cette idée que les systèmes sont là, ils sont contingents. Si vous voulez, c'est la différence dans la justice chez nous entre l'exercice de la loi, qui tranche, et l'exercice anglo-saxon de la jurisprudence. Oh, c'est quoi les cas? Est-ce que les cas qui nous ont précédés, regardons, faisons la collection de ce qui s'est passé. Et le jugement, il est inspiré par cette collection des cas. Jurisprudence. Fonctionnement jurisprudentiel. On regarde ce qui se passe. Tandis que nous, on dit, c'est la loi. Et je dis ça en tapant sur la table, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un côté couperet, il y a un côté tranchant. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'évidemment, que la justice est là précisément pour adapter la loi aux circonstances, etc., etc. Mais enfin, dans l'esprit juridique ou judiciaire français, il y a quand même toujours cette référence sacrée, finalement, à la loi, qui tranche, qui coupe, qui découpe le réel. Et je pense que ça joue beaucoup sur notre psychologie. Hein. Là encore, non, le fondement, c'est la loi. Alors que là, dans un autre cas, la jurisprudence, c'est la collection que nous offre l'histoire et la géographie. Fonction, je dirais, détermination jurisprudentielle de la vérité. Ils ont une conception jurisprudentielle de la vérité. Non, mais c'est bien, hein.
C'est-à-dire la vérité n'est ni devant nous ni derrière nous, elle est ni derrière nous ni après nous, elle n'est pas une espèce d'absolu, elle est ce qui se vérifie à un moment donné compte tenu des circonstances et sans prétendre que c'est la vérité du système et qu'elle est universelle. Ce qui change, vous voyez, c'est vraiment que dans le penser c'est dire non, il y a un désir d'universel, il y a une volonté d'universel. Dans l'empirisme, au fond, on pourrait presque dire qu'il y a un renoncement à l'universel. Il y a cette idée que n'est vrai à un moment donné qu'un certain agencement de faits, sans prétendre que cette vérité sera encore vraie demain matin. Donc il y a une espèce de souplesse liée à la collection des faits. Parce que personne ne peut prétendre faire toute la collection des faits. D'ailleurs, c'est comme ça que la physique, enfin les sciences empiriques progressent. Hein, c'est que personne, à un moment donné, ne fait la collection des faits, et la collection s'agrandit par des expériences, des nouveaux accès au réel, etc. Voilà. Et donc la collection des faits n'est jamais achevée. Continuons à collectionner les faits. Est-ce qu'on peut dire que le Brexit est un exemple d'empirisme ou pas? Alors ça, vraiment, je n'en sais rien. J'aimerais bien que quelqu'un réponde à cette question. On n'a pas entendu la question. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Brexit est une sorte d'empirisme ou est d'accord en quelque sorte avec la tradition empiriste, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Franchement, je n'ai aucune idée sur la question. C'est un nom, le Brexit. Comment? C'est un nom, le Oui, c'est un nom, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, la réponse peut être assez simple. C'est un nom, oui, c'est une manière de refuser. Bon, oui. Je ne sais pas bien répondre à ça. Oui. Oui. À propos des Américains qui sont un peuple très croyant, on sait qu'il y a 40% d'Américains créationnistes, seuls 15% croient en la théorie de Darwin, et pourtant c'est un peuple qui raisonne, qui sait dire non, qui publie, enfin c'est encore un pays qui publie ce monde. Comment ce peuple arrive à lier ses croyances, où ils élisent un président qui jure sur la Bible, et en même temps, ça me fascine. Oui. Alors, il y a plusieurs interprétations qui ont été données. En tout cas, bon, quand on discute un peu avec des universitaires américains, on a 2 ou 3 interprétations. La première, c'est que les universités sont des ghettos. C'est-à-dire que il y a le même écart entre les chercheurs, ou l'espace de la recherche aux États-Unis et la société civile, qu'entre la côte Est et le Texas. Le même écart. La même incompréhension totale. Alors, c'est-à-dire, bon. Donc ça, c'est la première interprétation. Un Américain pourra vous dire, j'ai encore une expérience il y a 6 mois, vous savez, nous aux États-Unis, alors c'est un gars bien du Nevada ou je ne sais pas où, bon, qui m'a dit, vous savez, nous aux États-Unis, on déteste les intellectuels. C'est intéressant comme formule, je veux dire, c'est pas parce que le type était, bon voilà, mais ça donne une tonalité, quoi, c'est-à-dire que ils les ont parqués, ils font leurs recherches, c'est eux qui font avancer la science et la technologie et donc l'économie, mais on voit bien qu'il y a une espèce de déconnexion en quelque sorte entre ces deux mondes. Après, deuxièmement, je crois qu'en effet, la religion a, aux États-Unis, là encore, hein, je rapporte des choses sur lesquelles je n'ai aucune expertise, mais la religion a essentiellement une fonction sociale. C'est ça que les Américains rapportent eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'elle structure l'espace social et l'espace des convictions sociales. Elle bénit en quelque sorte la société américaine. Elle bénit pas n'importe qui, n'importe quoi. Elle bénit la société américaine. Et elle la fait exister comme telle. Avec cette idée, cette espèce d'effet boucle, qui fait dire aux Américains qu'ils sont une société voulue en quelque sorte par Dieu, une espèce de second peuple élu. Donc, de ce point de vue-là,
peuvent coexister une religion qui a une fonction essentiellement sociale, de cohésion sociale, et une recherche et un monde universitaire qui, pour ainsi dire, travaille de son côté et dont on pourrait penser qu'ils vivent sans schizophrénie leur recherche d'un côté et leur patriotisme, on pourrait dire, de l'autre. Alors c'est vrai que vous évoquez un cas limite qui est le cas du créationnisme, et c'est tout à fait juste, ce que vous dites est juste. Enfin bon, dans les milieux évangéliques par exemple, c'est 100% des évangéliques qui sont créationnistes et qui gomment 2 siècles d'herméneutique européenne, hein, c'est-à-dire d'études des textes, d'exégèse, etc. Voilà, ça fait très longtemps que nous avons mis à sa place et relativisé une lecture littérale de la Genèse, par exemple, ou de la Bible. Nous, on a 2 siècles d'histoire là-dessus, quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a manifestement là quelque chose qui est comme une régression. Mais je crois que cette régression, elle s'explique par, justement, la puissante ritualisation du religieux dans l'espace américain, qui fait qu'on ne peut pas parler de la religion sans parler de ce qu'elle bénit. Elle est une instance de bénédiction. Et je crois que cette interprétation, sans effacer la première, explique bien des choses. Comme si Dieu parlait anglais, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, mais même pas anglais, il parle américain, quoi, voilà. Et il a l'œil rivé sur les États-Unis. C'est un peu l'impression qu'on a quand on écoute des Américains. On a l'impression que cette religion-là, c'est la leur, quoi. Elle est fabriquée aux États-Unis. Elle a une marque fondamentalement américaine. Voilà. Eh bien, il est l'heure de nous séparer parce qu'il ne faut pas que je vous empêche de vaquer à vos occupations. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, pas seulement de fin d'année. Bon, et voilà, et à bientôt.